les choses avant de sortir du Cameroun. Je ne sais pas si ça marche toujours en ce moment, mais à l'époque, à mon époque, le téléchargement de musique, ça marchait fort. Donc moi, je vendais des musiques et j'ai tatoué aussi. J'ai tatoué au Cameroun. J'ai passé plusieurs années au camp militaire BBR à Douala comme employé civil. Donc au bout de tous ces efforts, je ne trouvais plus mon compte. J'ai aussi fait de la musique. Je faisais du rap depuis le Cameroun. Donc, au bout de tous ces efforts, quand je me suis rendu compte que malgré tous les services rendus à l'armée camerounaise m'avait fermé ses portes parce que j'étais tatoué. J'ai pas trouvé d'autre choix que de me replier à Yaoundé. J'ai appelé un grand frère qui est à Paris, un grand frère que je citerai pas son nom ici. Il m'a dit, écoute, vas-y chez ma mère pendant quelques temps. Alors, si tu ne veux plus rester à Douala, je suis allé à Soie et c'est 3 mois plus tard que j'avais décidé de prendre le chemin de l'aventure. Je suis quitté du Cameroun parce que je ne me retrouvais plus en fait. J'avais déjà fait presque toutes les villes du Cameroun et je m'étais rendu compte que tout ce que je faisais à cette époque n'était pas en accord avec l'environnement dans lequel je vivais, donc le Cameroun. Le rap, la musique urbaine camerounaise aujourd'hui, elle est très développée. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans. À mon époque, le rap, déjà, c'était très mal vu. La qualité des clips, c'était nul. C'était pas la musique, en tout cas, qu'on pouvait conseiller à un jeune de faire. Or, moi, c'est ce que je faisais. Et je savais que si je voulais compétir avec les meilleurs, il fallait que je sois où se trouvent les meilleurs rappeurs français. Et je savais que c'était en France. Et également, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Je savais que si je veux compétir avec les grands réalisateurs, les grands acteurs et tout ça, il fallait que je sois où ils se trouvent. Et sachant que j'avais pas d'argent et pas de contact, je ne pouvais pas m'offrir le luxe et la faiblesse d'aller toquer aux portes de l'ambassade pour demander des choses que je savais d'office que ce serait refusé. Donc je me suis dit, bah, il n'y a qu'une seule solution, sortir. D'autant plus que le grand frère qui m'avait tendu la main, quand je quittais de Douala pour Yaoundé, c'est un grand frère qui lui-même était arrivé ici par la voie du désert. Mais là, c'est vraiment dans les années 2000 que lui était entré, donc ça remonte à très longtemps. Le fait de passer 3 mois chez sa mère, déjà, pendant ces 3 mois, je n'ai fait que cogiter et me dire, mais attends, là, je suis chez la mère d'un bon grand à moi. S'il a réussi à arriver là-bas, s'il a réussi à donner tout ce confort à sa maman, c'est que c'est possible en fait. Du coup, un matin, je me suis levé, j'avais 500 francs CFA dans mes poches et j'ai dit à maman Aïe que j'aime énormément. Je l'avais pas dit que je sortais du Cameroun parce qu'elle m'aimait beaucoup. Du coup, je l'avais fait savoir que ma mère à moi, qui vit au village, était souffrante et donc fallait que j'aille la soutenir et que je reviendrai plus tard. Elle m'a dit ok, pas de souci, elle m'a béni. Et comme je suis sorti, je suis sorti pour ne plus jamais revenir. C'est comme ça que mon aventure avait commencé. C'était en quelle année? C'était en quelle année que votre aventure commence comme ça? Alors ça c'est, je crois bien 2012 si j'ai bonne mémoire. D'accord. 2012. J'ai 500 francs CFA. Elle habitait à Soie. J'avais pris les cars qui vont à la gare. Je crois que c'est à l'époque c'était 250 qui tendent de Soie pour la gare. Ouais. J'avais pris donc un car. J'arrive à la gare, il est 10 heures. On me rembourse 250 francs. Mais quand même j'étais armé d'encre de Chine et d'aiguilles, parce que comme je vous l'ai dit, je tatouais. Donc, j'espérais tatouer quelques personnes à la gare afin de payer mon billet de train pour Garoua. Si je comprends bien, celui du Carlos, et le billet de train. Si je comprends bien, celui du Carlos que vous partez en aventure, vous n'avez pas d'argent. Vous avez seulement 500 francs dans votre poche. Bah oui, déjà que quand je m'étais levé ce matin, c'était pas prévu que je parte en aventure. C'est quand je me suis levé. En fait, je m'étais décidé à moins de 30 minutes, en fait. Je m'étais levé, 500, tout m'énerve. Je me dis, qu'est-ce que je fous ici, en fait?
Et j'ai dit ça y est, c'est barre. Non, c'était sur un coup de tête. Et puis moi, honnêtement, à cette époque, moi, j'étais pas le genre de gars à coffrer de l'argent pour un projet, genre, je sors. Non. Moi, j'étais pas dans cette bulle-là. Moi, si je veux un truc là, c'est là de suite et puis je fonce. Ouais. Et puis, de toute façon, parlant de l'aventure, moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas coffrer de l'argent pour un voyage qui sort du commun, parce que prendre le chemin de l'aventure, c'est pas comme prendre un vol pour Paris. C'est pas comme se lever, dire ok, je quitte Douala pour Yaoundé, je vais prendre un bus. C'est totalement non. C'est un voyage illégal. C'est un voyage que personne n'a jamais fait avant, en tout cas pour la plupart, excepté ceux qui ont été refoulés. Et même quand tu es refoulé et que tu repasses par le chemin, ce n'est jamais pareil. C'est toujours différent. Donc, je ne vais pas coffrer de l'argent pour un voyage que je ne sais même pas, tu vois, si je vais arriver. C'est du gaspillage, c'est du gâchis. Et l'aventure me prouve que j'avais raison. Parce que dans mon parcours, j'ai rencontré plein de gens qui sont sortis avec des millions. Ils n'ont même pas pu traverser, ne serait-ce que le pays frontalier au Cameroun. Le premier pays, soit le Nigeria ou le Gabon, peu importe, tu vois. Ben oui. C'est pas l'aventure, c'est pas le genre de voyage que tu vas sortir avec un sac d'argent partout où tu arrives. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout au contraire, plus tu as de l'argent et plus c'est compliqué pour toi. C'est comme ça. Moi, je n'avais pas d'argent quand je suis sorti et c'était un peu le côté fun, tu vois, de mon aventure. Ça veut dire que moi, j'ai pas... Mon aventure, j'ai pas fait l'aventure j'étais pas un voyageur, j'étais un véritable aventurier. Quand j'arrivais dans une ville, je n'étais pas pressé de partir à la gare pour ma prochaine destination. Non. Moi, quand j'arrivais dans une ville, dans un pays, je prenais le temps de découvrir, de visiter, de faire ce que j'ai à faire avant de partir. Il y a la seule différence que je ne disais jamais quand j'arrive, je ne disais jamais quand je partais. Moi, j'ai toujours fonctionné en mode pirate. Alors, tu te lèves un matin, tu m'as trouvé. Ok, cool, on va discuter. Le lendemain, tu te lèves, tu me trouves pas. Bon, c'est que je suis parti. Tu vois, et pour faire de l'argent, c'était simple. Dans toutes les villes où j'arrivais, en Gaoundéré, par exemple, quand j'arrive à la gare de Gaoundéré, dès que je sors de la gare, je demande au bensikineur et tout ça, alors c'est où le coin le plus chaud? Et quand je demandais le coin le plus chaud, je demandais pas où il y a du soleil. Je demandais justement où je peux trouver les gros voyous de la ville, les femmes de rue et tout ça. Parce que, tandis que d'autres ont peur de ces gens, mais moi, quand je les voyais, j'étais très content parce que j'étais sûr que c'est là-bas que je vais faire mon argent, tu vois. Je sais que moi, le travail que je propose, eux, ils aiment bien ça, et tout. Tu vois le délire ou pas? Donc, quand j'arrive donc dans ces coins-là, ben, moi, je tchatche avec eux. Déjà, je ne disais jamais que moi, je viens de loin. Déjà, quand moi, j'arrive, si je ne te dis pas, tu peux même pas imaginer que je viens de loin. Je vous prends déjà dans un ré que tu te dis qu'en fait, c'est comme si on a toujours été amis. C'est après que le plus wise d'entre vous, il va se dire, attends, c'est qui ce gars, en fait, on n'a jamais vu. Mais c'est trop tard, je vous ai déjà tous pris. Tu vois pas. Donc j'arrivais, j'entrais dans le cerveau des gars ou bien d'un gars, je tatouais, je prenais mon argent et même cerise sur le gâteau, je n'en quoi avec l'anga. Oui. Donc, si elle me demande par exemple que voilà, bon, toi tu viens d'où et tout ça, on t'a jamais vu, non, t'inquiète, moi je viens de Douala par exemple, voilà, je suis militaire, donc voilà, j'ai mes supérieurs qui m'ont envoyé en mission, je vais vers la frontière et puis je reviens, et quand je reviens, je te récupère, on va ensemble à Douala, parce que toi, tu es tellement belle, tu mérites pas vivre ici, on va ensemble à Douala. Donc la fille elle est contente, tu vois. Oui. Je massacre la petite, je prends le temps, elle sait que je vais me la récupérer, mais c'est une allée sans retour. C'est comme ça, comment il fonctionnait. Donc, je n'étais pas pressé dans mon aventure. Je n'étais pas pressé, ouais. Je vivais mon aventure pleinement et je voyageais léger. Donc, c'est pour ça que je dis que si je ne disais pas que je viens d'arriver, tu ne pouvais pas savoir. Parce que moi, je ne voyageais pas avec un sac, non. Moi, tu avais mon pantalon, petit t-shirt, tranquille, sur place que je trouve tous mes trucs, tu vois pas. D'accord. Ça, c'est un peu la partie fun de mon aventure. Mais les choses commencent à se compliquer au Nigeria.
dans la ville de Yola. Vous savez, moi, à l'école, j'étais pas trop fan de l'anglais. Mes profs d'anglais et moi, on se croisait toujours devant la porte. Donc, quand ils entraient, je sortais. Quand ils sortaient, je rentrais. Je suis même sûr que ils me prenaient pour un professeur aussi. Genre, peut-être, je viens de finir mon cours et puis eux, ils viennent, tu vois. Et c'est au Nigeria que j'ai vraiment regretté. C'est au Nigeria que j'avais regretté de ne pas avoir appris l'anglais au Cameroun parce que quand j'arrive dans la ville de Yola, pendant plus de 2 heures, la seule phrase qui sortait de ma bouche à cette époque, c'était You speak French? Parce que j'arrivais pas à communiquer là-bas, on parle que l'anglais, ou alors, tu vois, le truc de Nadia et tout ça. Et cerise sur le gâteau, je n'ai plus d'argent, donc en gros, il faut que je tatoue pour continuer. Dans une ville où tu ne parles pas, dans une ville où tu ne parles pas la langue, et dans une ville où le tatouage est interdit. Parce que Yola, la ville dont je vous parle, le tatouage est interdit là-bas. Le simple fait de te voir tatouer, ça peut te coûter, tu vois, dès que la life, à plus forte raison si on te voit tatouer des gens. Donc c'est double complication pour moi, tu vois. C'est là-bas que vraiment, c'est ma plus grosse galère de l'aventure, c'est là-bas que je l'ai vécu. Donc pendant plus de 2 heures, je suis là à essayer de trouver une personne qui parle français. Et c'est au bout de plusieurs heures que un petit jeune du marché où je traînais, le petit jeune, il m'avait repéré depuis, que voilà, j'étais pas de la ville et ma façon de fonctionner et tout ça. Il vient vers moi, il me parle en français, il me dit, tu cherches quoi? Mais j'ai vu le petit là comme un petit dieu. Il dit, mais comment t'as su que je parle français et tout ça? Tu m'abordes direct en français alors que ici tout le monde parle anglais. Il me dit, ouais, en même temps, je te vois depuis là, tu es perdu, hein. Tout le monde ici, là, tu vois, on se moque de toi, tu vois pas. Il dit, ah bon, hein. Je l'explique ma situation. Je lui dis, ouais, écoute, j'ai besoin d'argent là parce que je suis en train d'aller à Paris. En fait, je l'avais dit comme ça, sur un coup de tête. J'avais pas capté que, tu vois, c'est l'enfant. Donc, il réfléchit avec le cerveau de l'enfant. Et là, il me dit, tiens, je comprends pourquoi est-ce que personne te calcule. T'es pas sérieux, frère. On est au Nigeria, là. Tu me dis que tu vas à Paris, regarde-toi. Il croit pas. Je lui dis non, et il veut partir. Il dit non, écoute, attends. C'est pas ça. Je l'explique. Je dis, écoute, quand je dis que je vais à Paris, il y a tout un processus. Là, on est au Nigeria, c'est vrai, mais voilà comment est-ce que je compte faire. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. C'est pour ça que tu me vois ici. Et là, il voit que je suis sérieux. Il me dit, bah, comment tu comptes faire donc pour trouver ton argent là pour continuer? Parce que d'ici à Yola, pour la prochaine ville où je partais, Kano, c'est 3500 Naira que j'avais pas. Il me dit, comment tu vas faire? Je lui dis, écoute, moi je suis tatoueur, donc je compte tatouer des gens. Comme toi, tu parles anglais, c'est très bien. Du coup, tu es mon traducteur. Il me dit, t'es fou, toi. T'es fou. Parce que c'est interdit ici. Tu peux pas, oublie, rendre au Cameroun. Je dis, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Le petit, j'arrive à le convaincre, mais c'est chaud. Il me dit que c'est interdit. Il n'est pas sûr de mon coup. Mais il veut me filer un coup de main. Il me dit, écoute, j'ai quand même 2 amis qui ont toujours rêvé, tu vois, se faire tatouer. On va les voir. Hein. Moi, je te garantis rien, mais bon, allons-y quand même. On va voir ses potes. C'était des vendeurs des oranges, d'arachides, des trucs comme ça. Ils avaient un pouce. On arrive, je les explique la situation. Ça se voyait que les petits avaient un peu de l'argent parce que voilà, ils étaient des débrouillards. Ils me disent qu'ils ont compati, a dit que voilà, ma situation et tout ça, ils me disent que ce serait quand même trop facile pour eux de me donner 3500 Naira pour rien. C'est vrai qu'ils ont toujours voulu se faire tatouer, mais ils sont conscients que c'est un mauvais deal parce que ils sont dans une ville où c'est interdit. Mais, vu que je suis dans le besoin, ils me proposent d'aller très loin en forêt où je vais les tatouer et puis sortir de là, ils me donnent mon argent et puis je continue le chemin. Je me dis, ok, cool, au moins tu veux me faire 3500 Naira. Et puis, on avait marché pendant pratiquement 30 à 40 minutes. On arrive très loin en forêt. Et il y en a un qui voulait le lion et l'autre un scorpion. Et j'explique cela très bien dans ce livre. Donc, s'il y a des parties que j'oublie, ceux qui vont acheter le livre, vous pourrez donc revivre cela en mieux. J'ai tatoué le premier petit. Et le petit s'appelait Daniel, celui qui m'a présenté à ses 2 amis. Donc, ces 2 amis, leur nom, ça ne me revient plus là. Mais mon contact, c'était Daniel.
Donc je tatoue le premier gars, le lion. Je suis très content. Je me dis ok, plus qu'un tatouage et ensuite on se barre de là. Je commence à tatouer le scorpion. Je suis très content parce que je suis vers la fin. Et là, j'entends des pas d'hommes. Il y a 4 messieurs qui viennent vers nous, des gens de la quarantaine d'années. Ils débarquent vers nous, et là, ils commencent voilà, à nous intimider, nous menacer, tout ça, parce que les petits, c'était vraiment des petits, et moi aussi à l'époque, j'étais jeune. Donc, les messieurs, ils découvrent très vite que moi, je ne suis pas, en tout cas de la ville, parce que je ne parle même pas leur langue et tout ça. Ils ont chassé les petits jeunes avec qui, les petits jeunes que je tatouais. Ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont ramené encore plus loin. Aïe. Hey, pourquoi? Eh ouais, c'est là que ça devient intéressant. Les petits, ils sont partis. Je pensais qu'ils m'ont abandonné. Mais non, en fait, ils étaient rentrés dans leur quartier parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Donc, ils sont allés appeler le renfort. Avant que tu ne continues. Moi, je me retrouve encore plus loin. Avant que tu ne continues, avant que tu ne continues, quelqu'un demande le titre du livre. Alors, le titre du livre, c'est Dans la peau de l'immigré. Dans la peau de l'immigré, sous-titre La Bible de l'immigré. Il est disponible actuellement uniquement dans mon site internet Ngango Film. N-G-A-N-G-O Film F-I-L-I-M-S. Film au pluriel.fr. Ngangofilm.fr. Dans la peau de l'immigré. Pourquoi tu fais la publicité de ton livre? Voilà. Avant que tu à chaque fois je vais te couper, pourquoi tu fais la publicité de ton livre? Parce que là, c'est à chaque fois tu t'arrêtes, tu fais la publicité. À chaque fois tu fais la publicité. Ok, mon tonton. Vas-y, on vous écoute. Lorsque les messieurs vous ont mis Ngangofilm.fr. D'accord. Donc, je me retrouve dans une vieille cabane, assis sur une chaise comme celle que j'ai là, les pieds attachés, les mains attachées derrière la chaise. S'il te plaît, j'ai oublié de te couper. Le livre coûte combien, s'il te plaît? Ça coûte combien? Si on vient le livre coûte 24,90 €. 24,90 €. Dans la peau de l'immigré, la Bible de l'immigré. Vous commandez dans mon site ngangofilm.fr et dès demain, on vous l'expédie. Peu importe la ville. Et si vous prenez chez Amazon, c'est 2000 €. Ceux qui sont au Canada, c'est 100 $. Et si vous prenez chez Amazon, c'est 2000 €. Ceux qui sont au Canada, c'est 100 $. Voilà. Ok, ben c'est mieux de passer chez lui. Parce que c'est mieux que vous passez chez lui. Oui, achetez le livre, s'il vous plaît. Passez plutôt chez lui, achetez le livre chez lui. Le livre a été publié pour la première fois par mon ancienne maison d'édition. Ils sont à Paris, les éditions Sidney Laurent. Donc, c'est eux qui avaient tous les droits sur le livre. J'ai arrêté le contrat avec eux en 2022. Et je suis passé en auto-édition. Donc, depuis que je suis passé en auto-édition, le livre, je le vends uniquement dans mon site internet. Et si vous achetez sur Amazon, à la Fnac ou bien en librairie, là, les sous iront chez mon ancien éditeur avec qui je ne suis plus en contrat. Donc, c'est intéressant pour moi. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter dans mon site internet. Parce que déjà, c'est plus moins cher que sur Amazon et ailleurs. Parce que là-bas, étant donné que je suis plus en contrat, ils ont augmenté la cote afin de récupérer plus d'argent. Donc, pour revenir à l'histoire, je me retrouve dans une vieille cabane. Vous connaissez chez nous en Afrique, au Cameroun ou dans d'autres villes comme dans d'autres pays comme le Nigeria, il y a des maisons en terre battue. Des maisons en terre battue, donc avec des portes très vieilles et les petits trous sur la porte laissent entrer des fois de la lumière du jour et on peut aussi voir l'extérieur à travers ces petits trous. Donc moi je me retrouve donc attaché sur une chaise, les mains et les pieds. Et j'entends des voix des gens à l'extérieur. Et à travers les petits trous, quand je guette, j'aperçois les 4 personnes qui m'ont kidnappé avec des grosses bassines, comme ça, avec de l'eau à l'intérieur, avec les couteaux qui sont en train de limer. Ils sont contents, ils parlent, je guette, je vois, il n'y a pas de gibier au sol, il n'y a pas de viande. Je dis, mais c'est quoi le projet? Si je parle comme ça avec du recul, je rigole, mais quand je repense, c'est... En fait, c'est à ce moment-là que je découvre que j'étais tombé entre les mains des mangeurs d'or. Vous avez compris, non? Attends, mon papa.
Vous avez compris, j'ai créé ce que Voilà. Vous avez compris, non? Attends, mon papa. Tu n'es pas le premier à dire ça. J'ai créé ce que Et on ne fait que voisin par essentiel. Vous avez compris, non? Tu n'es pas le premier à dire ça. Et on ne fait que par essentiel. Les gens vont venir dire que non. Quand tu es tombé sur les quoi? On mange des gens au Nigeria, vrai. Donc, pour la première fois de ma vie, je me suis traité de merde moi-même. C'est-à-dire, quand je dis je me suis traité de merde, c'est... En fait, je me disais, ce qui m'a le plus fait mal, c'est pas vraiment le fait de me rendre compte que je suis tombé à dire que dans un piège, je ne peux plus sortir. C'est plutôt le fait que je sois tombé très tôt. Parce que je me disais, oui, les gens, ils meurent en aventure. Mais la plupart du temps, c'est quand ils sont déjà arrivés un peu plus loin, dans les pays maghrébins, on va dire peut-être en Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc, ou peut-être dans le désert, au désert, dans la Méditerranée, sur la barrière. Mais moi, je m'en voulais parce que je me disais, mais comment ça, je meurs à 2 pas du Cameroun, le Nigeria, le tout premier pays que j'arrive là, la première ville là. C'est là que je meurs comment, tu vois? Il me disait que c'est un peu, c'est minable. Quel genre d'histoire ça, t'as vu? C'est ça qui me faisait mal à l'instant. Et pour moi, c'est terminé parce que je suis dans un pays que je connais pas, une ville que je ne connais pas. J'ai les mains et les pieds liés avec des gars costauds dehors qui sont en train de rigoler, ils me couteau et machette. Je suis en train de penser à ça, j'essaye de ressasser ma vie, j'essaye de me remettre en question, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ça, c'est sans compter que les petits que je tatouais, ils m'ont pas abandonné. C'est comme ils savaient ce qui allait se passer. Ils sont rentrés dans leur quartier pour appeler le renfort. Ils sont revenus, une vingtaine de jeunes. Et donc pendant que moi je suis en train de cogiter dans ma tête comme ça, je compte mes derniers moments pratiquement, j'entends des pas, beaucoup de pas d'hommes venir de l'autre côté de la cabane, donc de l'arrière de la cabane. Et là, je me dis, oh, c'est foutu. Sûrement, c'est le renfort. Hein. Sûrement, comme la viande, elle est costaude. il faut tout le village pour manger. Moi, dans ma tête, c'est ce que je me dis. J'ai dit, bon, ça, c'est le village. Ça me dit que c'est là. C'est le moment où on va faire le partage maintenant, qui prend la main, le pied, la tête et tout ça. Oh là là. Mais pendant que je suis en train de penser à tout ça, j'entends des gens qui sont en train de bousculer, casser pratiquement la cabane où j'étais, et j'entends une bagarre qui éclate de l'autre côté là-bas, dit que les jeunes qui sont revenus en masse, il y a une partie, ils sont divisés en deux, une partie qui est venue à mon secours pour me libérer, tandis que l'autre partie a engagé une bagarre avec les messieurs là-bas pour les empêcher, voilà, Et c'est ce qui s'est passé, grosse bagarre et tout ça, les petits ont cassé la barrière, la cabane, ils m'ont détaché. Vous savez, il y a un truc que je peux pas oublier. Les petits, ils sont venus me sauver, ils m'ont sauvé. Mais dès que j'ai senti que j'avais les mains et les pieds déjà libres, je savais pas où j'étais, j'ai lancé un marathon, je ne savais pas où je partais, mais je sais une chose, mon but était de partir. Même Usain Bolt, s'il était là, il pouvait pas gagner le marathon avec moi. Même les petits qui sont venus me libérer, ils me disaient non, attends-nous, je disais que vous êtes malade. Oui, moi je partais mais comment? J'ai couru ce jour, mais j'ai découvert moi d'autres compétences, que j'aurais pu faire le marathon, a dit que dans ma vie je gagne. Les gars, là je vous raconte cette histoire, je l'ai vécu, c'était ça c'est en 2012, oui, 2012-2013, vers là, début 2013, fin 2012, donc avec beaucoup de recul. Mais plus je vous raconte, et là les images me reviennent, et je peux vous dire, mais je n'étais pas prêt. Et je ne suis toujours pas prêt. Parce que c'est quelque chose on peut te raconter ça 1000 fois et de 1000 façons différentes, mais tu ne pourras pas vraiment comprendre tant que tu n'as pas vécu, tant que tu n'as pas vécu ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas.
de se retrouver dans une impasse où tu es conscient que là, dans les prochaines minutes qui vont suivre, tu ne seras plus là. Et le pire, c'est que tu vas pas seulement mourir, c'est que tu vas disparaître comme si tu n'as jamais existé parce que il y aura pas de deuil, on va pas t'enterrer, ça va partir dans le ventre. Ça, c'est de la folie. Dans ma tête, c'est... Bah oui, c'est le genre d'enquête impossible, quoi. Les flics vont commencer par où? On va dire que, ok, bon, ouais, on pense que peut-être on l'a jeté dans l'eau, bien on l'a enterré quelque part, on va creuser le sol. Non, frérot, on va pas ouvrir les ventres pour faire l'autopsie. Les gars, ça, c'était un fait troublant dans ma vie. C'est pour ça que, en fait, arrivé en France, je me suis dit, fallait que je mette ça dans un livre. J'ai écrit, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je pouvais pas supporter garder tout ça pour moi seul. C'est donc le petit Daniel, quand on arrive en ville, c'est lui qui me dit, ben écoute, grand, avec ce qui vient de se passer, on ne peut pas te laisser seul dans ma ville. Vu que tu parles pas déjà notre langue, je te propose de t'accompagner jusqu'à ta prochaine destination. Donc, comme ça qu'on va à la gare, il coupe de billets, on prend le bus et direction Kano. Sachant que les villes au Nigeria, s'il te plaît. C'est pas comme au Cameroun, on va dire ceux qui sont là et que vous avez écouté le monsieur, pour ceux qui demandent le titre du livre, pardon, ceux qui sont là et que vous avez écouté le monsieur, quand quelqu'un demande le titre du livre, donnez-lui le titre en commentaire. Le titre, c'est encore quoi, mon tonton? Dans la peau d'immigré. Tous ceux qui veulent, dans la peau de l'immigré. Tous ceux qui ont besoin du livre, passez le livre, la commande du livre chez lui. Tous ceux qui ont besoin du livre, passez le livre, la commande du livre chez lui. Voilà. Chez lui. Passez la commande plutôt chez lui. Le livre, vous pouvez le commander dans mon site internet ngangofilm.fr. Ngangofilm, N-G-A-N-G-O, film au pluriel, F-I-L-M-S.fr. Ngangofilm.fr. Dans la boutique. Il coûte 24,90 €. Il fait 365 pages. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur ma page et puis je vous enverrai le lien du site si vous ne le trouvez pas. Mais c'est ngangofilm.fr. Donc le petit Daniel, il m'accompagne à la gare, il coupe de billets. Et les villes au Nigeria, c'est des grandes distances en fait, c'est pas comme au Cameroun. Quittant de Yola pour Kano, on avait fait plus de 15 heures de route. Le voyage était tellement long que, vous savez, vu que je sortais d'une situation très grave, j'ai failli me faire manger par des gens. Et là, je me retrouve dans un bus. Le petit Daniel me dit qu'on va à Kano. Ben moi, j'avais pas conscience qu'on devait faire plus de 15 heures de route. Je me disais que sûrement, peut-être, c'est 3 heures au maximum, 5 heures, on est arrivé. Donc, tellement on roule. Au bout de 8 heures de temps, de 10 heures de temps, je lui demande, mon petit, tu es sûr qu'on est toujours au Nigeria? Tu m'amènes encore. Il me dit, t'inquiète, on est toujours là. C'est les distances qui sont longues. On arrive finalement dans la ville de Kano. Et il y a, entre parenthèses, vous savez, sur le chemin de l'aventure, dans tous les pays dans lesquels tu vas passer, dans toutes les villes, on fonctionne par ghetto et il y a des passeurs. Les passeurs, voilà, c'est des gens comme vous et moi qui, au départ même, c'était des aventuriers. Non, en fait, je dis à ceux-là que voilà, Sangango, là où il y a S, là, vous mettez. Non, en fait, je dis à ceux-là que voilà, Sangango, là où il y a S, là, vous mettez point. Pour ceux qui veulent passer la commande du livre. Voilà, ça, c'est son site. Pour ceux qui veulent passer la commande du livre. Voilà ça. Il y a le point là, il faut vous mettez le point. Il y a le point là qu'il faut mettre. Parce que TikTok officiel, mais vous mettez le point FR. Voilà. Merci. Monsieur, vous pouvez continuer, c'est bon maintenant. Donc, dans la ville de Kano, on arrive là-bas et à la gare, il y a un passeur. Son nom, je ne me souviens plus de son nom, et c'est un Camerounais en plus. C'est lui qui nous récupère. Et là, il me dit, écoute, t'inquiète. Il logeait les gens dans un hôtel. Par contre, le nom de l'hôtel, je me rappelle très bien, c'est un Banefo, mais je crois que c'est un hôtel qui n'existe plus et je vais vous raconter pourquoi tout à l'heure. Il me dit que voilà, on va à l'hôtel Banefo et en plus à l'époque, il y avait un cabaret en bas. Il y a beaucoup de ces gars camerounais qui dansaient là-bas tous les samedis. Donc au départ, quand il me voit, pour lui, il avait vu un client, une personne qui va prélever de l'argent.
Mais sans oublier que normalement, c'est moi qui prélève toujours, comme je vous l'ai dit en amont. Moi, quand j'arrive dans une ville, je ne suis pas pressé. Donc, tu vois, on est en train de marcher. Il amène son client, donc voilà, dans son ghetto, si on peut appeler ça comme ça. Et moi, je commence à lui poser des questions. Alors, gars, ça fait combien de temps que tu es là et tout ça? Est-ce que tu es tatoué, hein, et tout ça? Il dit, est-ce que tu aimes les tatouages? Il me dit, ouais, j'aime bien. Il me dit, écoute, frérot, tu sais, bon, moi, je suis tatoueur et tout ça. Voilà. Ah bon, tu es tatoueur? C'est comme ça qu'on commence à causer. Il me dit, écoute, tu vas te faire beaucoup d'argent ici. Et j'ai des filles là qui travaillent et tout. Voici, voilà. Des Nigérianes et, bref, des Africaines de plusieurs nationalités. À partir de là, déjà, vous voyez que le rapport, il change. Au départ, je suis un client, mais très vite, c'est lui qui devient le client. Il me dit non, vu que toi, tu as des compétences particulières, je ne te fais pas payer. Déjà, toi, tu vas pas payer, tu as ton coin tranquille, tu es mon nouveau meilleur ami. Et Daniel, le petit qui m'avait accompagné, lui, il est mon traducteur. Moi, je préfère faire confiance à Daniel parce qu'il m'a sauvé la vie. Le gars qui, lui, là, tu vois, qui m'accueille là, lui, je le connais pas encore, donc je peux pas lui faire confiance. Daniel, il est avec moi, il est mon traducteur. On arrive à l'hôtel, il me loge, il me présente donc, voilà, ces gars. Et très vite, dans la chambre où je suis logé, je pour begin mon boulot. Et là, mais les filles s'alignaient, mais j'avais pas le temps pour moi. Dis que dès que je termine avec une autre game, je tatoue, je prends les dos, je tatoue, je prends les dos. Quand j'ai un peu une pause, là, on sort, on go marcher. Tu te fais de l'argent. Tu te fais de l'argent. Le c'est que, en fait, je me faisais de l'argent, mais je ne pouvais même pas jouir de cet argent pleinement parce que non, tu je ne communiquais pas. Tu parlais pas l'anglais. Je ne pouvais pas parler, il a dit que non, tu parlais pas l'anglais. Ouais. Donc, quand je voulais dire un truc à une jolie meuf, par exemple, j'étais obligé de dire à mon petit qui lui traduisait, la fille parlait au petit, le petit, oui. J'étais trop rallié. En tout cas, très beau moment. Mais ça, c'est la partie fun, tu vois, de Kanou. Parce que quelques semaines plus tard, Kanou avait été... non, je pense que Kanou existe... L'hôtel Mbanefo, autant pour moi, existe toujours. C'est moi qui, comme ça fait aussi longtemps, voilà. L'hôtel Mbanefo était au milieu de deux églises. Il y avait une église derrière et une église devant. Donc, un samedi... L'hôtel est plein, cabaret, c'est plein. Et moi, je suis en bas avec mon petit Daniel. Et au Nigeria, il y a une bière qui s'appelle Légende. Je ne sais pas si elle existe toujours. Et donc, moi, quand j'étais là-bas, c'est ce que je buvais, la Légende. On entend un gros bruit. Boum! L'église de derrière. On l'a explosé. Un Boko Haram. Et là... les gens commencent à s'agiter, commencent à courir pour sortir de l'hôtel. Le DJ, ça c'est la partie qui m'amuse le plus dans cette affaire. Je le connaissais en plus, le DJ. Il était mort malheureusement personne. Le DJ était au fond. Donc si quelqu'un devait sortir en dernier, normalement c'est le DJ. Et quand on a informé les gens que gars, on a exposé l'église, le DJ qui était au fond. Mais le gars est sorti avant que le fond. Tu as traversé les gens comment jusqu'à se retrouver dehors avant que tout le monde donc pendant que les gens sont encore de courir pour sortir, le petit Daniel me dit, grand, on fait comment? Il dit que mon petit, on n'est même pas de cette ville, les gens courent, on ne sait même pas ce qui se passe, on dit qu'il y a eu explosion. Tu sais que là où on parle là-bas devant, il y a quoi? Pendant que je suis en train de dire ça, explosion encore devant, bam, on attend que l'église de devant a été aussi touchée. Et là, toutes les personnes qui étaient en train de sortir là comme ça commencent à revenir dans l'hôtel. Ils disent que petit, tu as été dit quoi? On part où? Est-ce qu'on fuit la mort? On a déjà fui la mort là-bas, yo là. Gars, si d'abord on nous suit jusqu'ici là, en tout cas pour moi c'est un beau samedi pour mourir. Je bois ma bière Légende, on va être sur place. Dieu merci, ils n'ont pas torché l'hôtel Mbanefo. Le lendemain matin, on ramassait les corps avec les pelles. Je te jure. Mais la ville de Kanou s'était vidée à moins de 24 heures. Oui. Je crois que tu peux retrouver, on peut retrouver des articles dessus sur Internet.
tu fais des recherches, tu vois, sur les attentats de Boko Haram de fin 2012-2013, hôtel Mbanefo à Kano, vous trouverez plein d'articles dessus. Donc, la ville s'est vidée à moins de 24 heures, les gens partaient à Abuja, à Lagos, un peu de partout, ils quittaient la ville. Et c'est dans cette lancée que mon petit Daniel, celui qui m'avait accompagné jusque-là, ben, le lendemain, on s'est dit, ben, nos chemins devaient se séparer. Lui, il a pris un bus, direction Yola, il est rentré, je t'avais lâché un bon petit billet. D'ailleurs, même c'est lui qui avait pris presque tout l'argent que j'avais travaillé, et c'était volontiers. Je t'avais dit, petit, franchement, tu m'as aidé, tiens pas. Parce que moi, je trouvais pas l'intérêt de garder cet argent dans le sens où je savais pas vraiment où je partais, et je savais qu'en tout cas, peu importe où j'arrive, je vais toujours me faire de l'argent une fois que j'arrive sur place. Parce que moi, je fonctionnais comme ça. Moi, je ne me mettais pas la pression. Je ne voulais surtout pas arriver dans une ville avec de l'argent. Parce que je savais que de toute façon, si j'arrive avec de l'argent, ça va m'attirer plus d'ennuis. Les flics, les policiers de frontière, par exemple, et tout ça, voilà. Dès que tu arrives, ils te bablaient partout, ils veulent tout récupérer ou plus qu'il n'en faut. Donc moi, je préfère toujours fonctionner en mode, gars, je n'ai pas, c'est sur place que j'ai fait mes dos. Et même, tu vois, c'est que si j'ai de l'argent, forcément, je suis considéré comme un bleu. On ne me fia pas forcément. Or, moi, j'ai toujours inspiré la peur. Je voulais toujours être celui qui... Parce que dans l'aventure, c'est ça. Hein. Soit tu manges, soit on te mange. C'est comme ça. Et moi, je n'ai jamais été du côté de ceux qui mangent. Non, non, non. Moi, je dois toujours être du côté de ceux qui mangent. Ça veut dire que si je ne te mange pas, c'est parce que je ne veux pas te manger. Mais toi, tu peux pas me job, tu sais ça. Voilà. Donc, j'ai libéré le petit. Moi, le peu d'argent qui me restait, le passeur, celui qui m'avait accueilli, étant donné qu'on était devenus très potes, il m'a mis dans un... là, c'était pas un car, c'était un taxi, mais pas un taxi ordinaire, hein, un taxi nigérien et tout ça, qui faisait la ligne de Kano pour le Niger, dans la ville de... comment on appelle encore ça? Sokoto. Il y a une ville là avant... Sokoto. Il y a longtemps. Non, 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 non. Ça va me revenir. En tout cas, la ville du Niger qui est frontalière à Maradi. Donc, il avait causé avec le chauffeur. Dawa, Maradi, je ne sais pas. Non, oui, non, Maradi. Donc, le chauffeur me fait rentrer à Maradi. Non, c'était pas Zender, c'était Maradi. Donc, arrivé à la frontière, le chauffeur, il a causé avec les flics et tout ça. Il avait dit que j'étais son motorboy, donc son assistant. Il m'avait dit, tu ne parles pas, laisse-moi faire. Donc moi, j'ai même pas ouvert la bouche, il a parlé avec les gens, je bosse avec lui et tout et tout. On est entré au Niger. Arrivé au Niger, c'était plutôt tranquille, soft. Cette ville, j'avais fait à peine quelques heures là-bas, j'avais pas duré là-bas parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est dans la ville suivante. La ville suivante, c'était... Oui, je crois que c'est d'abord Zender, après Maradi. Après Maradi, maintenant c'est Arlit. Ouais. À Maradi, il y a des bus qui tentent de Zender pour Maradi, je pense. C'est le bus Rimbo. Au Niger, il y a une agence de bus qui s'appelle Rimbo. Et non, je n'ai plus les nouvelles de Daniel, ça fait super longtemps. Donc je prends le bus Rimbo et arrivé donc à la gare de Maradi, je pense. Avant d'arriver à la gare, il y a une frontière, il y a des flics. Donc tous les bus sont stoppés automatiquement. Les flics contrôlent donc les papiers d'identité de tout le monde. Et les flics là-bas, c'est des vrais voyous, c'est des ripoux. Ce qui les intéresse, ce n'est même pas tant, tu vois, le fait que tu présentes tes pièces d'identité. Nationalité, ok, béninois, 20 000 euros, 20 000 francs CFA chacun. Les Camerounais, 30 000 francs chacun. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc moi, on m'a fait descendre du bus, comme beaucoup d'autres personnes, parce que j'avais pas d'argent pour payer ma tête.
Donc, les flics font partir le bus. Et parmi les gens qui sont restés, il y avait 2 Camerounaises. C'est grâce à ces Camerounaises d'ailleurs hein, qu'on m'avait libéré, si je peux dire ça comme ça, entre parenthèses, parce qu'il y avait aussi 2 Béninoises. Quand les flics ont demandé aux Béninoises de payer avec leur tête, c'était 20 000 chacune. Donc, elles avaient donné 40 000 pour les 2. Les Camerounaises aussi voulaient payer 20 000 chacune. Les flics ont dit non, que les Camerounaises payent 30 000. Ce qui avait énervé les Camerounaises. Comment vous demandez aux 2 gars de bailler 40 colonaux à 60 000? Ils ont vexé, ils ont dit qu'ils ne baillent même plus rien. Les flics décident de faire partir le bus, les filles restent là. Vous connaissez nos soeurs quand même, non? Ils ont fini avec la rage. C'était en période de Ramadan. Les filles se sont déshabillées, non, gars. Elles ont dit que le tout, sinon on gâte tout. Alors, on fait, hey, ils se sont déshabillés, ils sont là danser là. Et les flics, c'était des musulmans. Période de Ramadan, tu vois, il y a des trucs à ne pas faire et à ne pas voir. Comment à supplier les filles, habillez-vous s'il vous plaît. C'est les filles qui taxent maintenant les niaques, tout sinon, si vous voulez qu'on s'habille, vous nous payez. Les flics là ont sorti plus de 100 colos. Oui, pour que les gars là s'habillent, j'ai compris que gars, c'est l'aventure vrai. Et donc c'est dans cette lancée que les flics, voilà, moi aussi, ils m'avaient demandé de dégager. Mais ça, c'était bien après, parce que avant que les flics ne me demandent de dégager, ils avaient appelé d'abord un coxeur. Parce que quand les flics vous récupèrent, ceux qui n'ont pas d'argent pour payer leur tête, qu'est-ce que les flics font? Ils appellent un passeur avec lequel ils travaillent. Et à l'époque, le passeur s'appelait Abega. Ils appellent Abega, Abega vient, il baille les têtes de tout le monde, sauf la mienne. Elle a dit, Abega arrive, il regarde les gens comme ça, il dit, toi passe ici, toi passe ici, toi passe ici. Arrivé chez moi, il dit que non, lui je ne le veux pas. Même les flics vous rendent que, mais depuis quand Abega refuse quelqu'un, vous connaissez quelque part? Non. C'est juste que j'avais pas la tête de l'emploi, gars. Donc déjà, même les flics commencent à me vectoriser, ils commencent à me massacrer pour rien, que mais je suis ou que Abega me bat, parce que si Abega me bat, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc quand les filles là, tu vois, disent que begin le mouvement là, je me dis, mais Dieu merci. Dieu merci. Les flics ils m'ont donc demandé de dégager. J'aurais pu arriver à la gare, prendre mon bus tranquillement pour la prochaine destination, Arlit. Mais ça aurait été trop facile. Moi, je suis pas le genre de gars, je n'abandonne pas les guerres comme ça là. Bah, c'est vrai que c'était pas une guerre, mais je voulais comprendre pourquoi est-ce que le bro là avait barré de bailler ma tête. Parce que même moi, je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi. Tu vois pas. Donc, je savais que c'était un passeur et donc forcément il était responsable d'un ghetto et au vu de son accent je savais que c'était un Camer. Donc j'arrive à la gare avec les 2 Camerounaises grâce à qui m'a libéré et elles me disent que si je veux elles peuvent me bailler un billet pour la prochaine destination, donc pour Arlit. J'avais dit aux filles que c'était pas la peine parce que la vérité est que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'argent mais j'avais quand même quelques billets. Et vous savez, les chemises, là je porte une chemise. Les chemises ont un système. Si je fends là, avec une lame, vous voyez qu'il y a une doublure là. Non, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert. Non, ne donne pas le secret. Est-ce que tu me caches? Non, ne donne pas le secret. Non, ne donne pas le secret là. Non. Parce qu'il y a encore les autres petits qui sont derrière et les on ne peut pas que tu regardes peut-être là. Parce qu'il y a encore les autres petits qui sont derrière et on ne peut pas que tu regardes les gars peut-être là. Ne donne pas le secret. Voilà. C'est seulement que tu avais un système là que tu cachais. Ouais. J'avais mon dos que les diamants bomblaient partout, mais ils n'ont pas trouvé. Et Dieu fait que non, j'ai un peu d'argent. C'est juste que moi, regardant ma tradition, je ne baille pas les niais, mon frère, pour ce genre de trucs, c'est pas possible. Donc les filles me disent que donc tu pouvais d'aller comme ça, alors que tu avais l'argent sur toi. Ils disent que chaque personne a ses principes. Alors, les filles me disent que, ok, comme je ne veux pas go avec elles, bah, elles ont coupé le billet Songo. Moi, je me dis, bon, je me donne une nouvelle mission, je vais essayer de savoir pourquoi est-ce que Abega a refusé de me bailler. Je commence donc à faire le tour des ghettos. J'arrive au ghetto camerounais. Je ne suis pas entré parce que de toute façon, je savais que si j'entre, c'est mort. Donc,
j'ai commencé à espionner en quelque sorte Abega. Je suivais un peu ses mouvements. Et je m'étais rendu compte au bout de quelques jours que... Et pendant ce temps, je tatouais, moi je faisais mes trucs, tu vois, comme toujours, j'avais déjà trouvé mes repères, je tatouais et tout ça, mais Abega, je le suivais. Et je m'étais rendu compte que tous les jours à midi, il jouait quelque part dans un restaurant qui s'appelait Sarah la Belle, une Nigérienne. Il jouait tous les jours là-bas à midi. Et moi aussi, je me suis dit, bon, ok, c'est là-bas que je vais commencer à go chop. Comme lui partait à midi, moi, il m'a arrangé à partir avant lui. Arrivé, tu vois, 10h, 11h, la Kalangala arrive, nouvellement, elle installe. Et bah, j'étais un bon tchatcheur à l'époque. Donc, j'arrive là-bas, je commence à tchatcher avec l'anga, mais quand tu nous entendais parler, non, on dirait qu'elle et moi se connaissaient depuis Yabaya. Il dirait, dans son cerveau. Comment ça l'a Abega là, au type là, c'est comment? C'est elle qui m'informe que non, en fait, Abega, c'est même pas son vrai nom. Non, son vrai nom, c'est Kozo. C'est un Kamer. Que non, mais le gars était Kem, c'est un aventurier lui-même qui était Kem suite à dit qu'il avait un gros braquage. C'était même sorti dans les médias là-bas. Il a choisi les dos, plus de 4-5 bâtons. Les gars avec qui il a choisi le jeton, il les a encore lexés. Il a fui. Il arrive au Niger. Son but était aussi de Ndjumambeng. Sauf qu'arrivé au Niger, par chance, il y a un combi à lui qui quitte d'Algérie pour le Niger. Parce que en Algérie, tu ne peux pas sendre les dos au co. Donc, tu es obligé de chiba au Niger pour envoyer les dos. Donc, ce Joe qui quitte de l'Algérie, lui tamponne, il dit que mes gars, tu pars où comme ça, non? N'arrive pas là-bas. Parce que les gars que tu as sonné au co là-bas, ils ont les combis en Algérie. Si tu arrives là-bas, on va finir avec toi. Il se retrouve coincé. Il ne peut pas chiba, il ne peut pas rentrer au co, il ne peut pas monter en haut. Il décide de s'installer là sur place. Il développe son empire. Et c'est comme ça qu'il change de nom. Il quitte de Kozo à Bega, un tour. Et comme il avait encore flop de jetons à l'époque là, il a organisé la petite Sarah. Ils ont même fait un mouna ensemble. Donc, Sarah me parle de ça. Parce que voilà, elle connaît très bien le bro. Ils ont un mouna ensemble. Et c'est pour ça même d'ailleurs qu'il go chop là-bas tous les jours à midi. Parce que le gars essaie de tout faire pour récupérer la petite. Mais la petite s'était séparée de lui à cause justement, tu vois, de son fonctionnement qu'elle n'aimait pas. Tu vois, le gars, c'est pratiquement du trafic d'êtres humains, ce qu'il fait et tout ça. Donc, elle n'aimait pas trop. Et avant de connaître Abega, elle avait déjà un autre mouna avec un Nigérian maintenant, tu vois, qui était d'ailleurs au combat. C'était un nien. Donc, elle me raconte tout. Il m'a raconté toute sa vie, non? Oui. Pendant qu'elle me raconte tout ça, il y a Abega qui arrive parce que là, il est déjà midi. Il kem chop. Il me tamponne. Il voit que mais toi, tu fais quoi ici, la gare? Il dit que mais je suis kem chop, non? Il m'interdit de causer avec la petite. La petite dit que mais gars, toi, tu menaces mes clients. Le gars, il dit que gars, quel genre de client? Moi, je vais barrer de le bail parce que c'est un faux type. Hein? Bref, ça commence à se chauffer et tout. Il menace l'anga. C'est comme ça que je me crée encore un autre problème qui n'était pas prévu. Quand il voit que ça commence à chauffer avec l'anga, il tape ses coups, que gars, il faut que tu arrêtes de parler comme ça, l'anga là. Je suis le camarade de Yacine, Sonjo. Avant de mourir, il m'a dit qu'il faut qu'il prenne soin de Sanga. Voilà ce que veut dire Abega. Abega, il dit que il chope d'abord. Mas non. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'ai barré de tes bails. Parce que toi, ta tête d'abord ne m'inspirait pas confiance. Ok, il t'a dit ça, non? Bon, j'espère alors que tu vas prendre soin d'elle. On est ici, non? Ok, d'accord. Abega qui était pour choper les chop le go. Non. Bon, pour moi, je me dis que ok, c'est une parole que je dis comme ça va. Hein? Je continue de chop ma chose, j'ai fini de chop, je vais go. La petite me dit que tu pars où? Et que me partir où comment? Elle finit de manger, non? Elle me dit que mais tu as dit à Abega que oh, et si tu pars, il va penser quoi? Que tu es menteur, que c'est faux. Et donc, il va faire ce qu'il a toujours fait parce que moi, il me massacre ici tout le temps. Hein, papa? Donc, ce que tu as commencé là, il faut que tu termines. Que tu as signé. Et là, je me rends compte que je suis dans je me suis mis dans une situation que, gars, avant que tu ne continues, toujours là-bas, je fais la publicité des. Bon, avant que tu ne continues, toujours là-bas, je fais la publicité de ton livre.
Alors, le livre, c'est Dans la peau de l'immigré. Sous-titre La Bible de l'immigré. Il fait 365 pages. Il est disponible uniquement dans mon site internet ngangofilm.fr. C'est écrit juste là. Dans la peau de l'immigré. Il coûte 24,90 €. Un livre sur le combat pour la survie d'un rêve. Comme vous pouvez le voir, là, sur l'affiche, c'est moi, j'ouvre mon corps, et puis à l'intérieur, c'est les cicatrices de la vie. Dans la peau de l'immigré. D'accord. La Bible de l'immigré, disponible dans le site ngangofilm.fr. Voilà ça minuscule. Voilà ça N-G-A-N-G-O. D'accord. Avant que tu ne continues, attends, je fais un peu la publicité de mes produits ici. Avant qu'on ne continue, tu peux boire un peu de l'eau. Avant que tu ne continues, attends, je fais un peu la publicité de mes produits ici. Avant qu'on ne continue, tu peux boire un peu de l'eau. Les amis posent publicité. S'il y a des hommes dans le live, qui écoutent le live et qui sont produits sexuels, s'il y a des hommes qui sont dans le live qui ne parviennent plus à satisfaire les femmes, voici un produit naturel fait à base des écorces naturelles. Comment utiliser le produit? Tu achètes le produit chez Suarez. Tu prends un peu de l'eau chaude, tu mets demi-verre d'eau chaude dans le verre cassable et tu prends une cuillère, un peu de l'eau chaude, tu mets demi-verre d'eau chaude dans le verre cassable, tu prends une cuillère, tu bois, tu patientes tu mets à l'intérieur du demi-verre d'eau chaude là, tu tournes et quand tu patientes 1 heure de temps avant de passer à l'acte sexuel. La façon, si c'est avant, et quand toi tu vas voir comment tu serais totalement performant. Que tu ne durerais pas vite sur la femme. Si c'est avant, tu faisais un produit que tu éjacules, tu vas beaucoup durer. Et que tu ne durerais pas vite sur la femme. Avec ce grâce à ce produit, tu vas durer. Tu vas beaucoup te ressentir encore homme en fait. Et c'est un produit aussi de nettoyage, ça nettoie aussi l'homme. Ça nettoie aussi l'appareil génital de l'homme. Si tu as des infections, c'est produit ça nettoie. Toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas de m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 656 0463 424. Et je précise aussi le produit de nettoyage pour les femmes. C'est les écorces d'azur plastique. Il y a aussi des produits de nettoyage pour les femmes. Il y a les femmes qui veulent nettoyer le corps et des femmes aussi qui ont perdu le plaisir, l'envie sexuelle. Il y a aussi des produits pour vous. Ça vous nettoie, ça vous donne l'envie sexuelle. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées, mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 0463 424. Pour les personnes qui sont intéressées, voilà le numéro en commentaire. Soit vous tapez sur mon profil TikTok, vous allez voir mon numéro WhatsApp, soit vous me laissez un message à Nibé pour passer votre commande. Merci beaucoup. Maman tonton, tu peux continuer. Alors, donc pour revenir sur l'histoire de la petite Sarah, j'ai passé plus de temps que prévu au Niger, dans cette ville de Maradi, et